Le chapitre d'aujourd'hui était principalement consacré à des nouvelles lois, la loi de Student d'une part, la loi du Qui 2 d'autre part. La principale difficulté, c'était la notion d'intervalle de confiance. Donc on va représenter cette notion-là. Pour la présenter, je vais faire un petit rappel de la notion d'inférence qu'on avait vue la semaine dernière. Et puis on appliquera donc cette notion d'intervalle de confiance à l'estimation d'une proportion. Ensuite, on fera un petit rappel sur les différentes convergences qu'on a rencontrées. On parlait de convergence dans ce chapitre et on en avait déjà parlé précédemment. Donc on fera un petit rappel. Je ferai une petite illustration sur la notion d'estimateur. Ensuite, on reverra rapidement la loi de la moyenne pour présenter la loi de Student. Et puis, on présentera également la loi du Qui 2. On parle dans le chapitre d'aujourd'hui de la loi des grands nombres. Donc je l'illustrerai notamment par la méthode de Monte-Carlo. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans le chapitre et qui est très très utilisé dans quasiment toute l'industrie aujourd'hui. C'est une méthode de calcul, de simulation qui est très très utilisée. Et puis je parlerai aussi du bootstrap. Vous verrez, c'est une méthode aussi d'estimation. Et puis on terminera avec la notion de statistique robuste. Alors, rappelez-vous la notion d'inférence, le principe de l'inférence, hein, c'est partant d'un échantillon sur lequel on a observé une certaine statistique, par exemple une certaine proportion de déchets dans notre échantillon, on essaye de dire quelle est la proportion de déchets dans la population tout entière dans laquelle on a prélevé cet échantillon. Et on a vu rapidement la semaine dernière que pour faire cette opération délicate, on allait en fait faire un certain nombre d'hypothèses sur la population de départ, faire l'hypothèse que la population contient une certaine proportion de déchets, et ayant fait cette hypothèse, on peut élaborer la loi que doit suivre la statistique de notre échantillon. Et du coup, vérifier si la valeur qu'on a observée pour notre échantillon est bien compatible avec cette loi. Alors ça vous paraît peut-être un peu abstrait, donc on va le regarder de manière plus explicite. Faisons l'hypothèse que dans la population, la proportion de déchets est une certaine valeur θ0, ou par exemple que la moyenne de notre population, c'est une certaine valeur θ0. Si vous prélevez un échantillon dans cette population, vous connaissez la loi de la moyenne de cet échantillon. Ça va ressembler à une loi normale de ce genre. Ça veut dire que pour un risque donné choisi faible, bien sûr, en général, vous pouvez définir un intervalle T1, T2 dans lequel vous devez observer la moyenne de votre échantillon. D'accord ? Et donc cet intervalle va définir deux limites pour les valeurs T1 et T2. Maintenant, quand vous modifiez votre hypothèse de départ, vous faites varier l'hypothèse de départ concernant la population, et bien si vous répétez pour plusieurs valeurs de θ0 ce processus qu'on vient de faire, vous allez définir deux bornes ici, supérieures et inférieures, pour toutes les valeurs possibles de θ0, soit inférieures à la première, soit supérieure à l'autre. Et donc vous définissez ici un domaine à l'extérieur duquel il est quasiment impossible de tomber, au risque alpha près toujours. Donc dans la zone rose, c'est une zone impossible, on va dire. Donc c'est la zone dans laquelle on devrait trouver nos échantillons, la statistique observée de notre échantillon. Alors faire l'inférence, c'est quoi ? Eh bien c'est maintenant faire le processus inverse. Maintenant qu'on a défini ces deux zones, ces limites ici des valeurs possibles ou des valeurs impossibles de T, qui concernent notre échantillon, et qu'on a observé une certaine valeur dans notre échantillon T0, par exemple on a observé que dans notre échantillon on avait une moyenne égale à 10, eh bien on va pouvoir faire l'inférence en dessinant cette ligne ici qui va nous déterminer ici l'ensemble des valeurs possibles de θ pour la population qui permettent effectivement d'observer T0. Okay ? Eh bien, θ1, θ2 ici, c'est ce qu'on va appeler l'intervalle de confiance de θ inconnu de la population. Okay. Pour observer une statistique petit t dans notre échantillon, ça ne peut provenir que des populations dont le paramètre ici est compris entre θ1 et θ2. Là, j'ai utilisé des termes génériques pour les paramètres, mais en général, le paramètre, ça va être eh bien, la moyenne de la population ou l'écart type de la population. Typiquement, ça va être ces deux paramètres, au moins quand on manipulera des lois normales. D'accord ? Alors, on va l'appliquer, ce principe, donc c'est ça l'inférence en fait. Hein. On va l'appliquer à l'estimation d'une proportion. On va le faire sur un exemple pratique. Supposez que vous réceptionnez un lot d'articles, vous prélevez dans ce lot un échantillon de 100 articles et vous avez trouvé 3 articles défectueux. La question à laquelle il faut répondre, c'est quelle est la proportion pi d'articles défectueux dans le lot. Alors peut-être déjà on peut répondre à la question, quelle est la meilleure estimation qu'on peut faire de cette proportion-là ?
3%. Pour la population, hein, c'est l'estimation la plus vraisemblable, c'est 3%. Mais il ne s'agit pas simplement de dire, pour ma population, puisque j'en ai 3 dans mon échantillon sur 100, ben, je vais considérer que c'est 3% pour ma population. Il faut assortir cette estimation d'un intervalle de confiance. Donc il s'agit maintenant de calculer l'intervalle de confiance de la proportion de déchets dans la population qui peut conduire effectivement à observer 3 articles défectueux dans un échantillon de taille 100. Alors, je vais ici m'intéresser donc au nombre d'articles défectueux que je peux observer dans un échantillon en fonction de la proportion d'articles défectueux contenus dans mon lot. Et on va démarrer, par exemple, on va faire l'hypothèse qu'il y a 6% d'articles défectueux dans le lot. Quand vous prélevez 100 articles dans une population dont la proportion de déchets vaut 6, eh bien vous avez une proportion de déchets assez faible, vous avez une taille d'échantillon assez grande, vous pouvez utiliser l'approximation de Poisson. Utiliser une loi de Poisson. Une loi de Poisson de paramètre NP, n égale 100, pi égale 6%, n fois pi égale 6. D'accord ? Donc je vais m'intéresser maintenant, dans le cadre de cette hypothèse-là, à regarder combien d'articles défectueux je peux observer, ou plutôt, quel est l'intervalle possible des valeurs d'articles défectueux que je peux observer dans un échantillon issu d'une loi de Poisson de paramètre 6. Donc je sors ma table de Poisson, et je vais regarder la colonne lambda égale 6. Si lambda égale 6, eh bien par exemple ici, il me dit que j'ai, si vous vous souvenez bien de la loi de Poisson, la table de la loi de Poisson, c'est la fonction de répartition qui est représentée. C'est-à-dire que cette valeur, pour la première valeur, c'est pareil que la densité, c'est la probabilité d'observer 0 boule rouge, si vous voulez, 0 article défectueux. Ici, c'est la probabilité d'observer, si j'en prélève 100, d'observer un article, c'est donc 1,74%. J'ai une chance, 1,74 chance sur 100, d'observer un article défectueux dans un échantillon de taille 100 prélevé dans une population de poissons de paramètre 6, donc qui contient 6% de déchets. Donc, ce qui va m'intéresser, moi, c'est déterminer les deux bornes à 2,5% d'un côté, 2,5% de l'autre. Donc là, je suis en dessous de 2,5%. Je me décale, là, je suis au-dessus, je suis à 6,20. Donc c'est un peu trop, donc je vais redescendre ici à 1,74. Je n'ai qu'une chance, 1,74 chance sur 100 d'observer un ou moins de 1 article défectueux. Donc j'ai une première borne ici, à 1, k égale 1. Maintenant je vais de l'autre côté, je vais rechercher l'autre borne supérieure à 2,5% supérieure, c'est-à-dire 97,5%. Ici à 95%, j'ai 95 chances sur 100 d'observer 10 ou moins articles défectueux dans mon échantillon. Ici, 97,99, je suis un petit peu au-dessus de 97,5, mais presque à 97,5, donc je vais m'arrêter là. Donc j'ai défini ici deux limites, 1 et 11. Ça veut dire si je prélève dans une population qui contient 6% de déchets un échantillon de taille 100, j'ai 95 chances sur 100 à peu près d'observer entre 1 et 11 articles défectueux. Oui ? C'est par défaut, c'est celle qu'on prend. C'est-à-dire on prend en général un intervalle de confiance à 95%. Et donc on met 2,5% d'un côté, 2,5% de l'autre. Donc là, j'ai défini deux bornes des valeurs possibles de K, du nombre d'articles dans mon échantillon, d'articles défectueux dans mon échantillon. 1 et 11. Et je vais les représenter ici sur mon graphique. 1 et 11, c'est les deux premiers points que je vous montrais tout à l'heure avec T1 et T2. On fait varier pi maintenant. On va regarder par exemple pour pi égale 10%. 10% fois 100, ça fait 10. Donc maintenant, je m'intéresse à la loi de Poisson de paramètre lambda égale 10. Et je vais rechercher les deux limites à 2,5% d'un côté et 2,5% de l'autre. Donc par exemple, ici, je ne suis pas assez grand. Là non plus. Et là, je suis presque à 2,5%. D'accord ? Donc je n'ai que 2,9 chances sur 100 exactement d'observer moins de 4 articles défectueux dans un échantillon de taille 100 prélevé dans une population qui contient 10% d'articles défectueux. Okay. Ça va être ma première borne. Deuxième borne, je cherche 97,5. Donc là, 95, je ne suis pas assez haut. 97,3, presque. Là, je suis un peu trop haut. Donc je redescends à 97,3, c'est presque 97,5 et ça me donne la valeur 16. Autrement dit, si je prélève un échantillon de taille 100 dans une population qui contient 10% d'articles défectueux, j'ai 95 chances sur 100 d'observer entre 4 et 16 articles défectueux dans mon échantillon. D'accord ? Il est quasiment impossible d'en avoir moins de 4
et il est quasiment impossible d'en avoir plus de 16. C'est ça que ça veut dire. Donc ça me définit deux bornes ici, 4 et 16, pour la valeur pi égale 10. Alors si vous faites ce processus pour toutes les valeurs de pi possibles ici, eh bien vous allez définir ces deux courbes ici. Deux courbes qui correspondent à des seuils approximativement. Et ces deux courbes-là correspondent exactement au seuil de 2,5% à 97,5%, mais on a vu à peu près comment on les avait construites. Et donc à l'extérieur de ces deux seuils, c'est la zone rose de tout à l'heure, il est impossible de tomber. Maintenant, je fais mon inférence. J'ai observé 3% d'articles défectueux dans mon échantillon. Donc je me mets sur l'axe des Y à la valeur 3. 3 articles défectueux dans mon échantillon. Eh bien, en dessinant cette courbe ici, ça me dit que cette observation, 3 articles défectueux, ne peut provenir que d'une population qui contiendrait entre, exactement ici, entre 1 et 8,6% d'articles défectueux. Si j'ai plus que 8,6% d'articles défectueux, j'aurai forcément plus que 3. Enfin, il y a très très peu de chances d'avoir 3 articles dans mon échantillon défectueux. Je serai à l'extérieur de ma courbe inférieure ici. Vous voyez le principe? Donc ici, sur un exemple, le principe schématique que j'avais donné précédemment. Donc à l'extérieur de ces deux seuils, le seuil à 2,5% et le seuil à 97,5%, on va considérer qu'il est impossible de tomber, toujours au risque choisi au départ. Donc ici, j'ai choisi un risque de 5%. Donc bien sûr, la meilleure estimation qu'on peut faire, c'est 3%, comme on l'avait dit tout à l'heure. Mais là, maintenant, j'ai assorti cette estimation d'un intervalle de confiance, c'est-à-dire la vraie valeur inconnue de pi. Je l'estime au mieux à 3%, mais elle n'est pas forcément égale à 3%. Par contre, je peux dire qu'il y a 95 chances sur 100 qu'elle soit comprise entre 1% et 8,6%. C'est ça l'inférence. J'ai dit quelque chose sur la population à partir d'un échantillon. Quelque chose d'utile. Oui, c'est pas trop abstrait. Alors, un petit mot sur les convergences. Si on considère une suite de variables aléatoires, la première convergence qu'on a rencontrée, même peut-être dès le premier chapitre, c'est la convergence en loi. Quand la fonction de répartition d'une loi tend vers une autre fonction de répartition, on dit qu'il y a convergence en loi. C'est ce qu'on a utilisé quand on a dit que la loi binomiale tend vers la loi normale, par exemple. De Moivre qui avait démontré ça. Bien, quand on dit que la loi binomiale tend vers la loi de Poisson, c'est la convergence en loi. C'est la convergence des fonctions de répartition. On a vu aussi avec l'inégalité bien-aimée de Chebyshev la convergence en probabilité. On dit qu'il y a convergence en probabilité, xn tend vers x en probabilité, quand la probabilité qu'il s'en écarte peut être rendue aussi petite qu'on veut. C'est différent de la convergence classique. Là, la convergence se fait en probabilité. La probabilité que ça s'en écarte d'un nombre aussi petit qu'on veut peut être rendue aussi petite qu'on veut. Et aujourd'hui, dans le chapitre d'aujourd'hui, vous avez vu la convergence en moyenne quadratique. On dit qu'il y a convergence en moyenne quadratique quand l'espérance du carré de l'écart entre xn et x tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et celle-là, on l'a utilisée pour la notion d'estimateur. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la convergence en moyenne quadratique entraîne la convergence en probabilité, et on l'a démontré dans le chapitre d'aujourd'hui avec l'inégalité bien-aimée de Chebyshev. On peut également montrer que la convergence en probabilité entraîne la convergence en loi. Donc la convergence en loi, c'est la convergence la moins restrictive, si vous voulez, la moins difficile. Alors du coup, j'en viens à la notion d'estimateur, qui fait appel donc à la convergence en moyenne quadratique. Et je vais d'abord l'illustrer. Oh, fuck. Is he a friend of yours? Oh, Vincent, Marvin. Vincent. Better tell him to shut the fuck up. He's getting on my nerves. Marvin! I'd knock that shit off if I was you. Die, you motherfucker!
connaissez ce film culte, hein, bien sûr, hein, Pulp Fiction. Alors pourquoi cette illustration? Ce qu'on vient de voir ici, en fait, c'est pour le premier tireur, en tout cas, il n'y a pas de convergence en moyenne quadratique, autrement dit. Alors, qu'est-ce qu'a fait le premier tireur? Eh bien, il a peut-être fait ça. C'est-à-dire qu'il a tiré, mais à côté du centre de la cible. Alors, qu'est-ce qui fait que ce tir n'est pas un bon estimateur? Eh bien, c'est que son espérance, enfin, c'est un estimateur, en fait, ce tir du centre de la cible, mais il faudrait augmenter le nombre de tirs pour que progressivement le tireur se rapproche du centre de la cible. Donc, il va finir par converger vers le centre de la cible en corrigeant son tir. Mais il aura une estimation biaisée, puisque l'espérance du tir ici n'est pas égale au centre de la cible. En tout cas, si on ne tire que 4 fois. Donc, c'est peut-être la situation du premier tireur. Ou alors il a arrosé toute la pièce, hein, c'est visiblement plutôt ça qui s'est passé. Et là, on a un problème de convergence en moyenne quadratique, justement. Ce tir n'est pas une bonne estimation du centre de la cible parce que sa variance est trop grande. Donc, il n'y a pas de convergence en moyenne quadratique. Bien sûr, les autres tireurs, eux, ils ont un pistolet qui tire et qui est convergent et qui en moyenne quadratique. Ils ont bien ciblé. Il faut pour qu'il y ait un bon estimateur, donc à la fois une estimation qui tend vers le centre de la cible, et si possible qui est égale au centre de la cible, et on parlera d'estimation sans biais, et puis dont la variance est petite. En tout cas, elle tend vers 0. Okay. Bon, voilà pour un peu avoir en tête l'image un peu de ce qu'il faut pour avoir un bon estimateur. Alors, un petit rappel maintenant de la loi de la moyenne. Je vous rappelle le principe de la loi de la moyenne qui avait été donc proposé par Student. Vous prélevez dans une population qu'on va supposer normale, mais on a vu que ce n'était pas très restrictif. Donc vous prélevez un échantillon à partir duquel vous avez calculé une moyenne, la moyenne des valeurs de votre échantillon. Et ce que disait Student, c'est que cet échantillon, cette valeur moyenne que j'ai obtenue, j'aurais pu en obtenir une autre si j'avais prélevé d'autres valeurs, ainsi de suite, etc. Et je peux donc considérer chaque valeur de mon échantillon comme la réalisation d'une variable aléatoire, x1, x2, xn, qui ont chacune, donc ces variables aléatoires, les mêmes propriétés que x. Même moyenne, même écart type. Et donc Student avait donné à m également le statut de variable aléatoire en disant que m, donc petit m, observé sur mon échantillon, je peux le considérer comme la réalisation d'une variable aléatoire que je note grand M et qui est égale à la moyenne des variables aléatoires x1, x2, xn. Et on avait vu donc que si la loi de x est une loi normale de moyenne mu d'écart type sigma, eh bien m devient une loi normale de moyenne mu également, mais d'écart type sigma sur racine de n. C'est une loi resserrée autour de mu. Et si x n'est pas une loi normale, grâce au théorème central limite, m étant une somme de variables aléatoires, eh bien on sait que m tend vers une loi normale. Alors à partir de là, on va construire la loi de Student, ce qu'on appelle la Student T distribution en anglais. On rajoute le T en général. Donc on repart, si on va supposer qu'X est une loi normale, mais là encore, ce n'est pas une condition très très forte. On arrive donc à M, la loi de la moyenne, qui est aussi une loi normale, de moyenne mu, d'écart type sigma sur racine de n. Donc si vous centrez la loi de M, vous enlevez la moyenne et vous divisez par son écart type, sigma sur racine de n, vous avez une loi normale centrée réduite. Soit elle est une loi normale centrée réduite si x est une loi normale, soit elle tend vers une loi normale centrée réduite si x n'est pas une loi normale. Eh bien, si vous ne connaissez pas le sigma de la population, mais que vous avez à l'estimer à partir de votre échantillon, et donc vous remplacez sigma par sigma étoile, cette loi, m moins mu divisé par sigma étoile sur racine de n, elle devient une loi de Student. Et une loi de Student à n-1 degré de liberté. Le sigma étoile, on a vu dans le chapitre d'aujourd'hui qu'on l'estime à partir de l'écart type de l'échantillon corrigé au niveau du dénominateur, parce que la définition de l'écart type, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Ici, on n'a pas divisé par n, on divise par n-1. Et cette correction, ça permet d'obtenir un estimateur sans biais. Okay. Ça, c'est expliqué dans le chapitre d'aujourd'hui. Alors, une autre manière de l'écrire, c'est qu'il faut bien voir ici que sigma étoile, c'est lui aussi la réalisation d'une variable aléatoire. Vous l'avez obtenu à partir de votre échantillon. Si vous aviez un autre échantillon, vous auriez calculé une autre valeur de sigma étoile. Donc c'est bien une variable aléatoire également.
Et donc c'est une variable aléatoire ici qui appartient à la loi ns carré sur n-1, s étant la loi de la variance de notre échantillon. On corrige ici un petit peu la variance de notre échantillon. Et donc cette loi, on peut également l'écrire sous cette forme-là, où on voit bien qu'elle fait apparaître deux variables aléatoires, la loi de la moyenne et la loi de la variance. Mais bon, nous, ce qu'on peut retenir, c'est la deuxième expression sur la deuxième ligne. M moins mu divisé par sigma étoile sur racine de n est une loi student à n-1 degré de liberté. Alors, puisque cette loi est une loi de student à n-1 degré de liberté, et qu'on a vu qu'elle était proche d'une loi normale centrée réduite, donc pensez bien, ayez bien en tête qu'une loi de student, c'est une loi centrée en zéro, comme la loi normale centrée réduite, mais qui est un petit peu différente dans sa forme, un petit peu plus épaisse au niveau des queues de distribution, et donc un petit peu plus aplatie que la loi normale centrée réduite. C'est une loi de cette forme, donc. Et donc, puisque c'est une loi de cette forme, eh bien, une réalisation de cette variable est là, par exemple 95 chances sur 100 d'appartenir à un certain intervalle ici, que je vais noter ici, moins t alpha sur 2, t alpha sur 2, si alpha, c'est la proportion ici en rose, c'est-à-dire la probabilité des queues ici. Donc j'ai donc une probabilité 1 moins alpha de tomber dans l'intervalle moins t alpha sur 2 plus t alpha sur 2 pour toute réalisation de cette variable aléatoire, ce que j'écris ici. De cet intervalle-là, m moins mu divisé, donc petit m, cette fois-ci une réalisation, m moins mu divisé par sigma étoile sur racine de n, je sais qu'il doit se trouver dans cet intervalle, au risque alpha près, eh bien je peux déduire ce qu'on va appeler l'intervalle de confiance de la moyenne de ma population tout entière, qui est mu, qui est aussi la moyenne de m. Et donc c'est par la loi de Student, en règle générale, sauf si je connais sigma de la population, mais ce qui est quand même assez rare. Si je ne connais pas sigma de la population, que je dois l'estimer donc à partir de mon échantillon, ma loi normale centrée réduite devient loi de Student, et donc c'est cette formule-là qui va vous donner l'intervalle de confiance de la moyenne mu de la population de départ. Donc j'ai fait l'inférence ici sur la moyenne de la population de départ. Alors je vais l'écrire sous une forme simplifiée ici, où epsilon est égal à t alpha sur 2, sigma étoile sur racine de n. Relevez que cette grandeur sigma étoile sur racine de n, on l'appelle l'erreur standard, standard error en anglais. C'est donc l'écart type, ici, de la loi de la moyenne. Okay. Donc, je répète, la moyenne inconnue de ma population, pour un risque donné, je peux lui donner un intervalle dans lequel je dois la trouver, m moins epsilon, m plus epsilon, epsilon étant égal à t alpha sur 2 sigma étoile sur racine de n, et t alpha sur 2, bien sûr, c'est une valeur de t lue dans la table de Student, pour le risque choisi. Alors, à partir de là, eh bien, on peut définir les trois situations qu'on va rencontrer, que vous allez rencontrer tout à l'heure dans les exercices de travaux dirigés. Par exemple, on va vous dire, bon, ben, je veux une estimation avec une certaine précision, epsilon, fixé. Je travaille avec le risque fixé, 5%. Eh bien, cette formule elle va vous permettre de calculer la taille de l'échantillon que vous devez prendre pour respecter ces conditions. Donc, vous allez calculer la taille de l'échantillon. Deuxième situation possible, vous fixez la précision de votre estimation. Je veux estimer la moyenne de ma population avec une certaine précision. Je travaille avec cette taille d'échantillon, parce que je ne peux pas faire plus, par exemple. Eh bien, cette formule va vous permettre de calculer le t alpha sur 2, donc le alpha, c'est-à-dire le risque que vous prenez en travaillant dans ces conditions. Et puis l'autre, bien sûr, la troisième situation, plus directe, vous fixez le risque, vous fixez la taille de l'échantillon et donc vous obtenez directement la précision de votre estimation. Okay. Donc c'est trois situations qui sont fréquemment rencontrées et que tout à l'heure vous allez traiter à travers divers exercices. Donc soit on vous demandera de calculer la taille de l'échantillon, soit on vous demandera de calculer le risque, soit on vous demandera de calculer la précision de votre estimation.
Loi du Qui2, Chi-square distribution. Même principe ici, sauf que ça concerne la variance. Alors qu'est-ce qu'on sait déjà? C'est que si x est une loi normale, les xi sont des lois normales, vous les centrez, vous les réduisez, vous les élevez au carré, vous faites des sommes, vous avez par définition une loi du Qui2. Par définition, une loi du Qui2, c'est une somme de lois normales centrées réduites au carré. Et ici, une somme de n termes, donc une loi du Qui2 à n degrés de liberté. Ça, c'est la définition de la loi du Qui2. Si vous remplacez le mu par m, la moyenne d'un échantillon, eh bien, vous avez une loi du Qui2 maintenant à n-1 degré de liberté. Parce qu'en introduisant m ici, m étant une somme des xi, vous introduisez une relation entre les xi, donc vous perdez un degré de liberté. Vous pouvez le retenir comme ça. Et ça, on a vu la démonstration dans le chapitre d'aujourd'hui. Maintenant, la loi de la variance d'un échantillon, eh bien, par définition, c'est la somme des carrés des écarts à la moyenne, divisé par n, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Et donc, en comparant cette expression et la précédente, vous pouvez dire que cette variable aléatoire, n grand S carré sur sigma 2, grand S carré étant la loi de la variance d'un échantillon, eh bien, ça suit une loi du Qui2 à n-1 degré de liberté. Donc, s'il y a une chose à retenir sur cette partie-là, sur la loi du Qui2, c'est cette grandeur-là, ns carré sur sigma 2. Et dans les solutions que vous aurez à faire, ou bien dans le test que vous ferez en fin d'année, si vous avez à traiter un exercice de ce genre, vous pourrez dire « Je sais que ns carré sur sigma 2 est une loi du Qui2 à n-1 degré de liberté ». De même que tout à l'heure, je sais que m moins mu divisé par sigma étoile sur racine de n est une loi de Student de degré n-1. Donc, puisque cette grandeur est une loi du Qui2 à n-1 degré de liberté, eh bien, si je regarde dans une loi du Qui2 qui a cette forme-là, qui est une loi positive, bien sûr, parce que c'est un carré, une somme de carrés, eh bien, je peux définir un intervalle dans lequel je dois, au risque près choisi, obtenir, dans lequel mes réalisations doivent se trouver. Donc, je peux trouver dans la table de la loi du Qui2 deux bornes qui définissent un intervalle à l'extérieur duquel il est quasiment impossible de tomber. Et donc toute réalisation, c'est pour ça que le grand S devient un petit s maintenant. La petite s désigne une réalisation. Grand S, c'est le nom de la variable aléatoire. S étant donc l'écart type de mon échantillon. ns carré sur sigma 2, il doit se trouver entre ces deux bornes. Et de cet intervalle-là, eh bien, je peux définir, cette fois-ci, l'intervalle de confiance de la variance de ma population dans laquelle j'ai prélevé mon échantillon. Okay. Donc en règle générale, ce qui va nous intéresser dans les populations, c'est leur moyenne et leur variance. Avec la loi de Student, on va pouvoir définir l'intervalle de confiance de la moyenne de cette population à partir des données de mon échantillon. Et avec la loi du Qui2, comme je viens de le faire ici, on va pouvoir déterminer l'intervalle de confiance de la variance de cette population à partir de mon échantillon. Le sigma ici désigne le sigma 2, la variance de la population toujours. Et donc on voit bien que les bornes ici sont définies par la taille de mon échantillon, l'écart type ou la variance de mon échantillon, et puis des valeurs lues dans la table de la loi du Qui2 pour le risque qu'on a choisi. Ces valeurs dépendant aussi de la taille de l'échantillon, puisque le degré de la loi du Qui2 ici c'est n-1. Et on vous apprendrait tout à l'heure à lire dans la table de la loi du Qui2. OK, loi de Student pour estimer une moyenne, loi du Qui2 pour estimer une variance. Enfin, l'intervalle de confiance d'une variance. Autre sujet, la loi des grands nombres. Là, on en a parlé à plusieurs reprises. Je vous en rappelle sa définition. Vous avez une suite de variables aléatoires indépendantes, de même loi de probabilité, de même espérance, de même variance. Bien que dit la loi des grands nombres, elle dit que la moyenne de ces variables aléatoires converge en probabilité vers l'espérance de ces variables. Okay. On le voit bien, la loi de M qui se resserre autour de mu au fur et à mesure que n augmente. Donc vous avez bien une convergence ici en probabilité.
Alors, on va appliquer cette loi des grands nombres à ce qu'on appelle la méthode de Monte-Carlo, qui est une méthode que vous rencontrerez certainement dans l'avenir, qui est utilisée pour faire des simulations quand il y a des variables aléatoires. Et le nom de Monte-Carlo provient tout simplement des casinos, les casinos de Monte-Carlo, qui sont des jeux de hasard. Alors, on va l'appliquer ici, cette méthode, mais on l'applique à plein de méthodes. On va l'appliquer ici au calcul d'une intégrale. On va calculer une intégrale, disons qu'il n'a pas d'expression analytique. On va la calculer avec la méthode de Monte-Carlo. Donc, supposons qu'on ait à calculer donc, une intégrale, ici la somme de 0 à 1, de f de x dx. F de x est une fonction assez compliquée. On va considérer n variables aléatoires, et pas tout à fait quelconques, n variables aléatoires uniformément réparties entre 0 et 1. Ça veut dire quoi uniformément réparties? Ça veut dire que la probabilité que x soit compris entre x et x plus dx est justement égale à dx. La densité de probabilité d'une loi uniforme entre 0 et 1, c'est ça. Et donc on voit bien que la probabilité d'être compris entre x et x plus dx, eh bien, c'est la surface rouge, c'est dx. Ayant donc mes variables aléatoires, f de ces variables aléatoires, f de x1, f de x2, f de xn, sont aussi des variables aléatoires. Et si je calcule l'espérance de ces variables aléatoires, que je vais noter mu, eh bien, par définition de l'espérance, c'est la somme des valeurs, somme de 0 à 1, des valeurs f de x, pondérées par les probabilités, et les probabilités, c'est dx, c'est les probabilités de x. D'accord ? Donc, je constate ici que l'espérance de mes f de xi, c'est justement l'intégrale que je cherche à calculer. Okay, cette valeur-là. Je laisse le temps à ceux qui prennent des notes. Donc des variables, des lois uniformes. Je fais les f de ces lois uniformes et je constate que l'espérance des f, c'est justement l'intégrale que je cherche à calculer. Alors la variance, par définition, hein, c'est la moyenne, donc la somme des carrés des écarts à la moyenne, pondérée par les probabilités, donc pondérée par dx, là aussi. Maintenant, j'utilise la loi des grands nombres. Que me dit la loi des grands nombres? Eh bien, si je prends la moyenne des f de x1 plus f de x2 plus f de xn sur n, eh bien, je sais que cette moyenne converge en probabilité vers l'espérance de ces f. Et l'espérance de ces f, c'est mu, comme on vient de le voir juste avant, c'est-à-dire l'intégrale qu'on cherche à calculer. Et bien maintenant, vous voyez comment on va calculer cette intégrale. On va la calculer en faisant une somme. Donc l'écart type, on sait comme on travaille avec la loi de la moyenne, l'écart type est caractérisé par sigma sur racine de n. Okay. Donc comment on fait? Eh bien, on prélève dans des lois uniformes, même en réparties entre 0 et 1, un échantillon taille n, n réalisations. Et si n est suffisamment grand, eh bien on va pouvoir utiliser la loi des grands nombres pour dire que la moyenne des f de ces x ici calculées, eh bien c'est une estimation, ça converge vers l'intégrale que je cherche à calculer, donc ça va me fournir une estimation de l'intégrale que je cherche à calculer. Donc, autrement dit, pour calculer cette intégrale, il suffit de générer des nombres aléatoires, uniformément répartis entre 0 et 1, de calculer f de ces nombres, et de faire la moyenne de ces f pour avoir une estimation de l'intégrale. Okay? Alors, pour que ça marche, il faut générer des nombres aléatoires uniformément répartis entre 0 et 1. Et donc, il faut un bon générateur de nombres aléatoires. Alors, le premier bon générateur de nombres aléatoires qu'on a à notre disposition ici, c'est une table de nombres au hasard. Si vous regardez votre polycopier à la fin, la première table, je crois, qu'on vous propose, c'est une table de nombres au hasard. Et vous vous êtes peut-être demandé comment on utilisait cette table. Ces nombres qui sont dans cette table, ils sont garantis au hasard. Ils proviennent d'un livre, hein, même il y a plusieurs tomes qui existent, avec que des nombres aléatoires comme ça. Et ces nombres ont été générés par des phénomènes physiques purement aléatoires du type compteur Gégère.
Et vous approchez un compteur GGR d'une source radioactive, ça crépite, et ça crépite de manière parfaitement aléatoire. Alors, pour utiliser une table de nombres aléatoires, eh bien justement, il ne faut pas lire au hasard dans une table de nombres au hasard. Il faut lire d'une certaine manière. Si vous voulez par exemple des nombres aléatoires compris entre 0 et 99, des nombres à deux chiffres, eh bien vous choisissez par exemple deux colonnes l'une à côté de l'autre. Si vous en voulez 10, ben vous démarrez du haut et vous descendez jusqu'à la 10e ligne et vous prenez les 10, deux colonnes comme ça, de deux chiffres, et vous prenez les 10 valeurs qui se suivent. Ou bien vous démarrez en bas et vous prenez 10 valeurs qui se suivent. Vous suivez toujours, vous prenez des séries comme ça qui se suivent dans la table. Si vous voulez des nombres à 3 chiffres, vous prenez 3 colonnes quelconques et vous descendez comme ça. Okay ? Ce n'est pas très pratique à utiliser, vous le reconnaissez, surtout si on doit tirer un très grand nombre de nombres aléatoires. Alors, autre méthode, bien fabriquer des nombres non pas aléatoires, mais des nombres pseudo-aléatoires. Et une des plus anciennes méthodes, disons, mathématiques qui existent, c'est la méthode des carrés progressifs. Vous voulez des nombres à deux chiffres, une dizaine, eh bien vous prenez deux chiffres au hasard, 96, vous élevez au carré, et vous prenez les deux chiffres du milieu de ce carré, ça vous donne deux autres nombres, vous élevez au carré, et vous prenez les deux du milieu, comme ça, successivement, et vous allez avoir des séries de deux chiffres. Comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, vous imaginez bien que vous allez finir par retomber par les deux premiers. Et donc vous allez recontinuer la série, etc. Donc ça n'est pas, bien sûr, parfaitement bien réparti au hasard. Mais c'est un générateur qu'on a utilisé. Aujourd'hui, on utilise des générateurs de ce genre qu'on appelle des générateurs congruentiels. Des générateurs de ce genre, vous partez d'un nombre, vous multipliez par exemple par 7 puissance 5, et vous prenez le reste de la division par 2 puissance 31 moins 1. Vous avez un deuxième nombre, etc., etc., etc. Et ça, on a constaté, alors si on a choisi les bons modulos et les bons coefficients ici, on a constaté qu'on fabriquait comme ça des séries très proches de séries aléatoires. Très peu de chances, disons, de retomber sur le même chiffre qu'on est tombé au départ. L'un des chiffres sur lesquels on est tombé, auquel cas on va continuer à boucler, on ne sera plus aléatoire. La détermination de ces germes, de ces coefficients, etc., c'est toute une branche des mathématiques qui travaille à cette détermination. Il y a souvent des nombres premiers qui sont mobilisés, etc., etc. Alors, pour que ça marche, notre estimation de notre intégrale à partir de la loi des grands nombres, donc à partir d'un très grand nombre de nombres aléatoires tirés au hasard, il faut que n soit très grand. C'est le grand inconvénient de la méthode de Monte-Carlo, c'est-à-dire quand on l'utilise, il faut des milliers, voire des dizaines, voire des centaines de milliers de nombres aléatoires pour pouvoir avoir une bonne estimation de ce qu'on cherche à calculer. Alors, je vais vous faire une démonstration. Je vais utiliser Mathematica. Voilà. Donc, on va d'abord démarrer avec un exemple simple dont on connaît la solution. Okay ? Et je commence avec la somme de 0 à 1 de sinus de x dx. Et ça fait 1 moins cosinus de 1, c'est-à-dire numériquement 0, 45, 96, 98. Je vais calculer cette intégrale maintenant avec la méthode de Monte-Carlo. Pour utiliser la méthode de Monte-Carlo, je dois générer des nombres aléatoires uniformément répartis entre 0 et 1. Je vais utiliser la fonction randomReal pour ça. Donc je lui dis à randomReal de prendre des nombres aléatoires entre 0 et 1. Et ici, je lui en demande 3 pour qu'on ait un échantillon. Voilà 3 nombres aléatoires qui utilisent la méthode des modulos, etc. Maintenant, pour calculer mon intégrale, qu'est-ce que j'ai dit ? Eh bien, je vais fabriquer ici 10 millions de nombres aléatoires. J'ai 10 puissance 7, le deuxième coefficient, c'est-à-dire 10 millions. Je vais prendre les f de ces nombres. Donc ici, les sinus de 1 et sinus de deuxième, sinus de troisième. Donc sinus de ma liste, ça va me faire la liste des sinus. Et je vais prendre la moyenne. Et cette moyenne, normalement, c'est une estimation. Ça converge vers l'intégrale que je cherche à calculer. Donc je la calcule ici. Et vous voyez, j'obtiens les 3 premières décimales de cette intégrale, avec 10 millions de nombres aléatoires. Si j'en prends moins, on va prendre 10 000. Vous voyez, j'ai que la première décimale. Donc il faut un très grand nombre de nombres aléatoires pour avoir une bonne estimation. Alors on va le faire avec une autre fonction un peu plus compliquée. Cosinus de x, sinus de 1 sur racine de x au carré. Je cherche à calculer l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Mathématica est en train de calculer, c'est marqué running là-haut, vous voyez, running. Ça n'a pas l'air facile. Il va répondre, il va répondre.
Voilà, il va répondre et il répond qu'il ne sait pas la calculer. Parce qu'il a renvoyé la même expression que celle que j'ai rentrée. Alors, on va dessiner cette fonction pour voir à quoi elle ressemble entre 0 et 1. Voilà à quoi elle ressemble. Et on s'aperçoit que plus on s'approche de 0, plus elle oscille autour de 0. Donc on peut comprendre que ce n'est pas facile à calculer. Alors on va essayer de la calculer numériquement avec la fonction ici n-integrate. Et on imagine que pour calculer numériquement cette intégrale, c'est assez délicat. La méthode des trapèzes ne doit pas très bien marcher, vu les oscillations. Alors je vous montre, là, entre 0 et 1, vous voyez bien que ça oscille. Si je dessine entre 0 et 0,1, vous voyez que ça oscille de plus en plus entre 0 et 0,01. Entre 0 et 0,01, vous voyez, ça oscille de plus en plus quand on tend vers 0. Alors numériquement, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne sans message d'erreur, sans quoi que ce soit. Donc il a une méthode certainement appropriée pour calculer cette intégrale, mais on va vérifier avec la méthode de Monte-Carlo. Donc avec la méthode de Monte-Carlo, je fabrique ici 10 millions de nombres aléatoires compris entre 0 et 1. Je calcule f de ces nombres, ça c'est facile, et je fais la moyenne de ces f. Vous voyez que son calcul, visiblement, est correct, puisque j'obtiens une valeur assez proche de ce qu'il m'a donné par l'intégration numérique. Alors, il se trouve que la fonction n-integrate possède en argument une option qui s'appelle méthode, dans laquelle on peut lui indiquer la méthode à utiliser pour faire ce calcul. Et l'une des méthodes qui existe, c'est la méthode de Monte-Carlo. Vous pouvez écrire ici, calcule-moi cette intégrale avec la méthode de Monte-Carlo. Et vous voyez, il me la calcule ici, pas la même valeur que tout à l'heure. Et à chaque fois que je fais ce calcul, vous voyez, j'ai un résultat différent, puisqu'il y a derrière ce calcul des nombres aléatoires qui sont tirés au hasard. Mais l'avantage de cette méthode, c'est que c'est très facile. Il suffit de calculer les f de ces nombres, et puis de faire leur moyenne. C'est très facile et ça marche pour n'importe quelle fonction, aussi compliquée soit-elle. Oui ? Uniformément répartis, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même probabilité d'être tirés. Ils ne sont pas issus d'une loi normale, sinon ça ne marcherait pas. Ils sont issus d'une loi uniforme. Maintenant, une autre technique d'estimation, la technique du bootstrap, qui n'est pas non plus dans le polycopier, mais c'est une méthode que vous rencontrerez peut-être. En tout cas, vous trouverez facilement sur Internet des choses à son sujet. Elle est beaucoup utilisée aussi. Alors, bootstrap, ça veut dire quoi? Alors, ce n'est pas forcément facile à traduire. To put oneself up by one's bootstrap, ça veut dire se tirer d'un mauvais pas. Et effectivement, le bootstrap ici, ça va nous aider à nous sortir d'une difficulté qu'on va avoir dans certaines situations pour faire de l'estimation, et notamment pour calculer les intervalles de confiance. Alors, le principe du bootstrap, c'est quoi? Je vais d'abord rappeler le principe de la loi de la moyenne. On prélève dans une population un échantillon. On a calculé la valeur moyenne de cet échantillon. Et on a dit que cette valeur moyenne petit m, c'était la réalisation d'une variable aléatoire qui était la moyenne des variables aléatoires x1, x2, xn, chacune ayant les mêmes caractéristiques que x, c'est-à-dire même moyenne, même loi de probabilité et même écart type. Et à partir de cette loi de la moyenne, qui a une moyenne mu et un écart type sigma sur racine de n, on a construit, et alors si on estime en plus l'écart type par l'écart type de l'échantillon corrigé pour avoir une estimation non biaisée, on a construit l'intervalle de confiance de la moyenne inconnue de notre échantillon mu, et qui a fait apparaître notamment cette grandeur qu'on appelle l'erreur standard, sigma étoile sur racine de n, qui, je vous rappelle, est l'estimation de l'écart type de la loi de m, de la loi de mon échantillon. L'écart type de la loi de mon échantillon. Donc j'ai l'écart type de la loi de mon échantillon, je multiplie par un t de student et ça me donne ici l'intervalle de confiance de ma moyenne. Donc ça permet de calculer l'intervalle de confiance de la moyenne de ma population. Maintenant, si je cherche à calculer l'intervalle de confiance de la médiane de ma population, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est que la médiane? La médiane, dans une série de valeurs, c'est la valeur du milieu. Quand vous avez ordonné ces valeurs, c'est la valeur du milieu, celle qui laisse autant de valeurs à gauche d'elle qu'à droite d'elle. Vous avez 50% de la série qui sont des valeurs inférieures à la médiane et 50% qui sont des valeurs supérieures à la médiane. Ce n'est pas comme la moyenne.
Pour une loi normale, médiane et moyenne, c'est pareil. Mais pour une loi qui n'est pas normale, c'est pas pareil. Et la médiane, ça ne se calcule pas. Ça s'obtient en rangeant les valeurs dans l'ordre et en prenant celle du milieu. Alors comment on fait du coup pour calculer, si on cherche à estimer la médiane de notre population et surtout à calculer l'intervalle de confiance de cette médiane? On se demande un petit peu comment on fait. Eh bien c'est là que le bootstrap va nous sortir de cette difficulté, va nous permettre d'estimer cette médiane et surtout l'intervalle de confiance de cette médiane. Alors le principe du bootstrap, c'est quoi? J'ai obtenu un échantillon. Eh bien mon échantillon, je vais maintenant le considérer comme une population. Ici. Et je vais prélever dans cet échantillon, alors déjà, je peux calculer la médiane de cet échantillon avant de ça. Mais surtout, je peux prélever un nouvel échantillon de cet échantillon. Je peux rééchantillonner cet échantillon qui va me donner une autre médiane. Alors rééchantillonner, ça veut dire que je peux prendre plusieurs fois x1, par exemple, et pas x2. Donc forcément, le calcul de la médiane va changer. J'ai un échantillon taille n, je retire n valeurs dans mon échantillon, mais je peux tirer plusieurs fois, c'est un tirage non exhaustif, je peux tirer plusieurs fois la même valeur et certaines valeurs peuvent ne pas être retirées. Ça va me donner donc une autre médiane. Et ainsi de suite, si je rééchantillonne une nouvelle fois, j'obtiendrai une autre médiane, etc., etc. Donc je vais pouvoir rééchantillonner un très grand nombre de fois et obtenir une série de valeurs pour ma médiane. Eh bien, je vais pouvoir calculer l'erreur standard, c'est-à-dire l'écart type de la loi de la médiane, que je ne peux pas formuler stricto sensu, et en déduire, grâce à la loi de Student, eh bien, c'est exactement sur le même principe que ce qu'on a fait pour la moyenne, ici, un intervalle de confiance pour la médiane inconnue de ma population, à partir donc de la médiane estimée, du petit m, l'équivalent du petit m tout à l'heure, et de l'écart type de la loi de la médiane, ici obtenue, estimée à partir de mes échantillons. Et là aussi, je vais vous faire une petite démonstration. Alors d'abord, on va revoir la notion d'erreur standard et l'intervalle de confiance de la moyenne. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je vais d'abord, sur un exemple simple, tirer dans une loi normale centrée réduite pour simplifier. Vous voyez, le premier argument de random ici, c'est une loi normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Et ce random, alors oui, c'est une façon de l'écrire, on peut l'écrire un peu plus rapidement dans Mathematica, mais peu importe. Je vais appeler 20 fois cette fonction. Et donc j'ai 20 nombres aléatoires, issus d'une loi normale, centrée réduite. Quand je prélève un échantillon comme ça, donc je peux calculer la moyenne de mon échantillon, le petit m, et l'erreur standard. Donc la moyenne ici de mon échantillon, c'est 0, moins 0,20. Et l'erreur standard, c'est l'écart type divisé par racine de n, que j'estime ici donc par l'écart type de mon échantillon. Et le standard deviation dans Mathematica, c'est le sigma étoile en fait. Divisé par, et en général dans vos calculettes, le standard deviation, c'est le sigma étoile, ce n'est pas le S. Ce n'est pas l'écart type empirique ou mesuré. C'est l'écart type estimé. Donc, sigma étoile sur racine de n, donc ça correspond donc à l'écart type, l'erreur standard, l'écart type de ma loi de la moyenne, m. Maintenant, je vais programmer d'abord le bootstrap. À ma connaissance, sauf que je n'ai pas vérifié dans la nouvelle version de Mathematica s'il y avait une fonction déjà toute faite, mais c'est très facile à programmer. Vous voyez, le programme du bootstrap, c'est une ligne. Si vous voulez bootstrapper un échantillon, donc l'argument de la fonction bootstrap ici, c'est un échantillon, eh bien ça consiste à quoi? À choisir au hasard dans mon échantillon un nouvel échantillon qui a justement la taille de l'échantillon. Exemple, je fabrique d'abord une liste range de 10, je n'ai pas mis en, pardon, input. Si je travaille avec cette liste-là et que je bootstrap cette liste, ici, je vais générer un nouvel échantillon issu de ces valeurs-là, mais dans laquelle peut-être certaines valeurs n'apparaissent pas, comme le 2 par exemple ici n'est pas dans cet échantillon. Par contre le 10 il est 2 fois dans cet échantillon. Donc j'ai fabriqué un nouvel échantillon à partir de l'échantillon que j'avais. Alors faisons maintenant, revenons à notre data du départ, dont je vous rappelle les valeurs ici. Ah, je n'ai pas bien configuré ma machine. Pardon.
Voilà les valeurs issues de ma loi normale au départ. J'échantillonne une fois pour voir déjà ce que ça donne. Donc je retire un nouvel échantillon de même taille, 20 ici, dans cet échantillon. Et pour faire le bootstrap, stricto sensu, donc je vais faire par exemple ici 100 000 rééchantillons. Donc je vais fabriquer 100 000 nouveaux échantillons de taille 20 à partir de mon échantillon de départ. Je vais calculer la moyenne de ces échantillons. Et ensuite, donc je vais avoir une série de 100 000 moyennes. Et si je calcule la moyenne de ces 100 000 valeurs et leur écart type, eh bien, ça doit correspondre à la moyenne et l'écart type, l'erreur standard que j'avais au départ. On va vérifier. Là, j'utilise le bootstrap en fait pour estimer ma moyenne. Mais je n'ai pas besoin de bootstrap pour ça, puisqu'on a vu qu'on avait la loi de la moyenne, donc la loi student, etc. Et si on compare ça avec les valeurs du départ, j'avais moins 0,2 tout en haut, et puis j'avais directement l'écart type, l'erreur standard qui était à 0,20. Maintenant, ici, en rééchantillonnant mon échantillon, en calculant les moyennes et en calculant l'écart type de ces moyennes, eh bien, je retrouve donc ma moyenne, et puis à peu près 0,2, hein, à peu près mon erreur standard. Mais ça, pour la moyenne, c'était juste pour vous montrer qu'on retrouvait la même chose. Ce qui est intéressant, c'est pour des paramètres pour lesquels on n'a pas ces formulations. Et donc, par exemple, la médiane. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Je vais calculer 100 000 nouveaux échantillons à partir de mon échantillon de départ. Sur chacun, je vais calculer la médiane. Et je vais calculer la moyenne de ces médianes et l'erreur standard de ces médianes. Et avec l'erreur standard de ces médianes, calculer l'intervalle de confiance de la médiane pour la population tout entière. C'est ce que je fais ici. Et pour la médiane, ici, j'ai moins 0,07. Et pour l'erreur standard de ma médiane, 0,27. OK ? Donc si vous avez à calculer des paramètres quelconques, finalement, avec cette méthode, hein, c'est du Monte Carlo aussi, en quelque sorte, qu'on fait ici. Hein. C'est du Monte Carlo, d'ailleurs. Hein. On va pouvoir calculer comme ça n'importe quel type de paramètres dans une population, hein, en rééchantillonnant plusieurs fois l'échantillon de départ. Pour terminer, la notion de robustesse. On a parlé de cette notion-là, je crois, dans le chapitre 2, me semble-t-il. On a évoqué en tout cas cette notion. Alors, pour voir ce que c'est que la robustesse, on va comparer deux ensembles, on va comparer deux situations. On a d'abord une série de données. Imaginez donc une série de valeurs ici, 3, 5, 6, 4, etc., qui sont des mesures, par exemple, effectuées par un opérateur, des mesures de pesée. Et puis d'un seul coup, dans cette valeur, ou de température, peu importe, et puis on voit, si vous parcourez l'ensemble des valeurs, d'un seul coup, il y a une valeur 60 qui apparaît comme ça un peu étrange au vu des autres valeurs. Eh bien, en toute rigueur, rien ne vous autorise à vous débarrasser de cette valeur 60 parce qu'elle ne vous arrange pas. Vous ne savez pas si c'est une erreur, peut-être c'est une erreur. La personne a voulu écrire 6, elle a écrit 60, mais peut-être ce n'est pas une erreur, vous ne savez pas. En tout cas, si vous n'avez pas les moyens de vous en débarrasser pour une bonne raison, vous n'avez pas le droit de vous en débarrasser. Et on va regarder ce qui se passe pour un certain nombre de statistiques quand on enlève ou non cette valeur. Alors d'abord, on va les réordonner de la plus petite à la plus grande. Et on va calculer un certain nombre de paramètres, donc sans cette valeur 60 ou avec cette valeur 60. D'abord, la taille. La taille de l'échantillon, ben, ça ne nous dit pas grand-chose, ce n'est pas une statistique très utile. 10 ou 11, bon, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Je calcule la somme des valeurs, et puis je divise par n. Ça me donne donc la moyenne de mon échantillon. On voit que sans la valeur 60, j'obtiens une moyenne de 5. Avec la valeur 60, j'obtiens une moyenne de 10. Alors, effectivement, ça change considérablement. Eh bien, on dira que puisque la moyenne est sensible ici au retrait de la valeur 60, on dira que c'est une statistique qui n'est pas robuste. Okay. Je calcule les écarts à la moyenne, leur carré, la somme de ces carrés. Je divise par n et j'ai donc la variance. Si j'enlève 60, j'ai une variance de 2. Si je laisse 60, j'ai une variance de 250. Donc ça a des conséquences considérables, hein, si vous laissez ou non cette valeur. Mais encore une fois, si vous n'avez aucun élément, aucun argument qui vous permet de la retirer, vous êtes obligé de faire avec. Et on voit bien que la variance qui caractérise la dispersion de notre distribution, ici, elle est très sensible ici au retrait de cette valeur. Elle serait moins sensible, bien sûr, au retrait d'une valeur qui serait proche des autres. Mais comme cette valeur est très grande et très supérieure aux autres, ça joue énormément. Donc on dira que la variance n'est pas une statistique robuste. Statistiques de dispersion robuste. Alors, quelles statistiques de dispersion sont plus robustes? Quelles statistiques de tendance centrale sont plus robustes? Eh bien, regardons par exemple, alors l'écart type, lui non plus, n'est pas très robuste. Hein, on passe de 1,40 à 15,87. Regardons maintenant la médiane.
Pour calculer la médiane, vous regardez la liste ordonnée. Et vous prenez la valeur qui se situe au milieu, qui laisse donc la moitié des valeurs à gauche d'elle, la moitié des valeurs à droite d'elle. Eh bien, on voit que selon qu'on enlève ou non cette valeur 60, on obtient toujours 5. Et la médiane, c'est une caractéristique de tendance centrale. D'accord ? C'est une caractéristique qu'utilise beaucoup l'INSEE sur les études démographiques, par exemple. On voit que c'est une statistique robuste. Elle n'est pas sensible, ici pas du tout sensible, parfois un petit peu, mais en tout cas peu sensible à l'ajout ou au retrait d'une valeur. Premier quartile, vous vous souvenez du premier quartile, c'est la valeur un petit peu vers la gauche. Vous avez 25% des valeurs qui sont plus petites qu'elle et 75% des valeurs qui sont plus grandes qu'elle. Eh bien, le premier quartile, c'est 4, sans la valeur 60. C'est aussi 4 avec la valeur 60. Donc là aussi, c'est une statistique robuste. Troisième quartile, de l'autre côté, 25% des valeurs sont plus grandes que ce troisième quartile et 75% des valeurs sont plus petites. C'est 6 sans la valeur 60, c'est 7 avec la valeur 60. Un petit peu sensible, mais très peu quand même. Et l'intervalle interquartile, qui est Q3 moins Q1, vous voyez, on passe de 2 à 3, c'est une caractéristique de dispersion qui est robuste. Elle est peu sensible à l'ajout ou au retrait d'une valeur excentrique, comme la valeur 60 ici. Okay ? On pourrait ici aussi calculer l'étendue, la différence entre la plus grande et la plus petite valeur, qui est une caractéristique de dispersion également, mais là elle n'est pas du tout robuste. Donc toutes les stats qu'on va faire, elle est fondée principalement, ou elle s'intéresse principalement à la tendance centrale et à la dispersion à travers la moyenne et l'écart type, avec tout un tas de lois, etc., de calculs mathématiques. Mais gardez à l'esprit que ce ne sont pas des caractéristiques robustes. Elles sont sensibles à l'ajout ou au retrait d'une valeur. C'est pourquoi on utilise aussi beaucoup médiane, intervalle interquartile, mais par contre là, on n'a pas d'outils mathématiques pour, à part le bootstrap peut-être, pour calculer des choses avec ces grandeurs. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation ? C'est un petit peu long.